Scénario que se déploie tout son talent et qu'il forge son ambition, imaginer des histoires de bande dessinée à plusieurs niveaux de lecture et dont on se régale à tout âge. Il avait fréquenté en Amérique l'équipe de MAD. André Franquin. Et Goscinny revenait avec une idée, non pas d'un MAD français, mais il voulait faire une bande dessinée, non pas pour enfants, non pas pour adultes, mais pour tout le monde. Ces petits éléments de la vie de Goscinny me semblent indispensables pour comprendre son humour. De même qu'il me paraît nécessaire d'avoir en tête son extrême rigueur, sa méticulosité et sa sensibilité pour bien saisir comment il a pu, jusqu'à sa mort, exceller dans tous les types d'humour et s'adapter au sketch TV, au cinéma et à des sujets aussi variés que les cours d'école, le Far West, la Gaule ou le Moyen-Orient. Et il est très très bien organisé, ce qui lui permet de faire beaucoup de choses à la fois. Gilberte Goscinny. Ce qui permet de faire un dessin animé, un album d'Astérix, un autre film, un découpage de Lucky Luke, un ou deux articles, et tout ça en même temps, parce que justement il a beaucoup d'ordre et qu'il est bien organisé. Goscinny, quoique toujours blagueur, est donc un méticuleux. Un vrai. Peu de monde l'a vu sans cravate, et Gottlieb rapporte à propos de leur première rencontre, son bureau, c'était le désert de Gobi en mieux rangé. Lui, il avait un bureau impeccable, il n'y avait rien dessus, mais rien. Jean Tabary. Vous veniez à son bureau, par exemple, vous déplaciez un truc comme ça, il le remettait. Quand vous alliez chez lui et qu'on buvait un pot, alors il mettait, pourtant il était une table qui n'était pas fragile, il vous mettait un sous-verre, vous buvez un coup, vous posiez le verre à côté, il se levait, il fallait clac, il le remettait dessus. Il était terrible. Alors, Charlier, qui travaillait comme un... C'était démentiel, lui, hein. C'était démentiel. Il envahissait, petit à petit, tout envahissait le bureau de Goscinny. Et Goscinny, de temps en temps, il poussait tout ça, ça tombait partout. C'était spécial, quoi. Ça vous donne une idée du bonhomme qui était aussi, on le sait moins, d'une très grande sensibilité, constamment angoissé à l'idée de mal faire. Le travail du scénario, c'est lui évidemment qui le bâtissait. Albert Uderzo. Il se mettait chez lui, il écrivait un synopsis complet de A à Z, qui m'envoyait tout de suite et qui me donnait à lire. Et là, pour moi, c'était une fois extraordinaire, parce que je lisais ça en me délectant, et évidemment, je l'appelais tout de suite pour lui dire, parce que je sentais qu'il était au bout du fil, qu'il attendait ça avec impatience. Et j'ai souvent raconté que la seule farce, mauvaise farce d'ailleurs que je lui ai faite un jour, c'est que ça tardait, il m'a téléphoné, il m'a dit alors, j'étais dans ma campagne, alors, et j'ai fait, pouf. Et j'ai entendu, mais alors j'ai entendu ce qu'on peut entendre quand il y a un blanc, un silence de mort. Puis comme je sentais que vraiment ça tournait mal, j'ai dit, mais non, couillon, mais c'est formidable, comme toujours. Et là, il m'a enguirlandé. Alors il m'a dit, mais ne me fais plus jamais ça, espèce de con. Enfin, bref, je vous passe les noms d'oiseaux quand il m'a affublé. Et je savais qu'il fallait plus que je fasse ça, parce que vraiment, il souffrait terriblement. Il faut pas qu'on aille, faut pas le gêner, il faut pas l'embêter. Mais en général, il laisse sa porte ouverte. On entend sa machine à écrire. Alors, de temps en temps, il sort de son bureau, il tourne dans l'appartement. Il arrive dans la pièce où je suis en me disant, je vais me tuer. Ah bon, alors j'ai l'habitude. Je dis, ah bon, tu vas tuer, très bien. Oui, j'ai plus d'idées, je trouverai plus jamais d'idées. Alors, bon. Au début, j'étais un peu étonnée. Je crois, il me dit, ça y est, il a une dépression nerveuse. Quand il m'avait dit 5 fois dans l'heure qu'il allait se tuer, j'y croyais pas tellement, mais je me disais que il allait avoir des problèmes psychologiques. Et puis maintenant, j'ai une telle habitude que s'il cherche des idées qu'il m'a pas dit au bout de 2 ou 3 heures qu'il allait se tuer, je pense que c'est inquiétant. René Goscinny est directeur du journal Pilote, qu'il créa au début des années 60 avec Uderzo. Un journal de bande dessinée où depuis 20 ans se sont succédés presque tous les jeunes dessinateurs de talent, et où parurent pour la première fois les aventures d'Astérix. Je gagne un temps fou avec ça. C'est un véritable bureau de PDG. Ah, on m'a installé ce bureau que vous voyez d'une façon très, très impressionnante. Ceci, c'est pour l'égoinage. C'est pratique comme tout. Vous voyez, je peux faire ça inlassablement. Ça, ce sont les éclairages. Et ça, c'est en bas, voilà. Ça, c'est ne pas déranger quand quelqu'un vient à la porte. Ça, c'est patienter. Ça, c'est entrer. Et ce petit bouton ouvre la porte. Voilà. Ici, j'ai bien entendu une montre. Ça, c'est un thermomètre, mais comme il est placé en dessous de la lumière, il marque en permanence 35 degrés, comme vous pouvez le voir.
Ça, c'est un baromètre pour savoir s'il pleut sans que j'ai besoin de me retourner en regardant par la fenêtre, ce qui est une perte de temps considérable et m'empêche d'agir sur les voilages. Je risque de faire attendre des gens, d'ailleurs, si j'étais ça, voyez-vous. Alors ça, c'est un téléphone qui est peut-être ce qui marche le moins bien dans mon bureau et dans d'autres. Et ça, c'est également le téléphone, seulement en appuyant ici, ça résonne dans toute la pièce. Tout ça m'est à peu près inutile, mais ça fait très joli et ça impressionne les gens qui arrivent. Parce qu'il venait des États-Unis, parce qu'il était passionné de bande dessinée, journaliste, dessinateur, écrivain, René Goscinny a voulu faire de Pilote un journal neuf par son ton, par son humour et par la qualité de ses collaborateurs. À sa parution, on parla même de petite révolution dans la presse pour enfants. Oui, vous savez, quand on est individualiste, qu'on a des idées, qu'on se bat pour les imposer, on est forcément révolutionnaire, puisqu'on fait des choses qui ne sont pas habituelles et qui vont à l'encontre des coutumes et de ce qui se fait déjà. Donc je pense que oui, j'ai fait une révolution dans ce métier, mais je crois que l'essentiel de la révolution dont je peux être l'auteur dans ce métier, avec Albert Uderzo, c'est le succès de notre Astérix. Parce qu'à partir de ce moment-là, les adultes, notamment, ont commencé à avouer lire la bande dessinée. Ils la lisaient déjà, mais ils l'ont avoué. C'est entré dans les mœurs. Les gens ont commencé vraiment à lire de la bande dessinée, à en parler pour une fois d'une façon qui n'était pas péjorative, et ça a bénéficié à toute la profession, et ça a donné un essor à ce moyen d'expression. C'est là la véritable révolution. Pour le reste, j'ai été conséquent avec moi-même, c'est-à-dire ce que je m'étais dit, si un jour je dirige un journal, il y a des choses que je ne ferai pas, il y a des choses que je ferai. Eh bien, j'ai tenu parole d'un bout à l'autre, ça, je vous l'assure. Et à partir de ce moment-là, oui, ça a été un peu révolutionnaire. Ce qui a été révolutionnaire, c'est d'avoir un professionnel à la tête de ces métiers. C'était très curieux, c'était très rare d'avoir un auteur qui dirige un journal. Ça n'existait pratiquement pas. Alors on se trouvait devant des gens qui ne comprenaient pas vos problèmes, qui ne pouvaient pas juger, qui ne pouvaient pas conseiller, qui étaient un peu perdus. Tandis que moi, je peux parler d'égal à égal avec mes collaborateurs. Ça aussi, c'est une petite révolution. Deux doigts de grenadine, pas mal d'agilité au clavier et une imagination débordante. Avec Astérix, le regard de Goscinny sur les Gaulois balayait la bande dessinée des années 60. On a eu la chance de faire quelque chose qui plaît au public, qui amuse le public, qui nous amuse aussi. Alors, il n'y a pas de raison de s'arrêter là. Oh, la potion magique, vous savez, c'est d'aimer ce métier et d'avoir envie de faire rire les gens. C'est ça, la potion magique. Et on dit ça très gravement. Oui, parce qu'on semble rire comme ça, mais c'est pas toujours. On fait très sérieusement quelque chose qui ne semble pas sérieux. Voilà. C'est bien ça. C'est assez joli aussi. Joli, oui. Nous sommes des besogneux de la futilité. De parents, de pères de famille, d'une famille très nombreuse, mais si les parents sont discrets, je crois que les enfants, eux, font beaucoup parler d'eux. Alors, René Goscinny, donnez-nous le nom d'un de ses enfants. Astérix. Albert Uderzo. Obélix. Obélix. Astérix, Obélix. Je crois d'ailleurs que notre décor nous avait laissé deviner de qui vous alliez nous parler. Alors, avant tout, ce que nous aimerions savoir, ce que nos spectateurs et à la fois téléspectateurs aimeraient savoir, c'est comment est né Astérix et Obélix. Comment sont-ils nés? Vous savez, on l'a tellement compté qu'on n'arrive plus tellement de s'en souvenir nous-mêmes, d'ailleurs. Est-ce que c'est une vieille histoire, d'abord? Ça remonte à combien d'années? Ça remonte à septembre 59. C'est-à-dire maintenant une huitaine d'années, si les calculs sont exacts. Nous cherchions une histoire qui se voulait typiquement française et originale qui plus est. Et nous avions d'ailleurs d'abord eu l'idée de faire le roman de Renard en bande dessinée. Et un confrère nous a pertinemment expliqué que ça avait déjà été fait. Alors en catastrophe, on a dû chercher une idée et on est tombé sur nos ancêtres, les Gaulois. Alors c'est vraiment là l'origine du Gaulois. Ça n'avait jamais été fait encore. C'est-à-dire, ça n'avait pas été beaucoup fait. Assez curieusement, en France, on avait oublié les Gaulois. Et nous y avons pensé, nous avons eu la chance de tomber sur une idée très simple et tellement simple que je crois plus personne n'y pensait.
Et nous nous sommes trouvés dans la position d'Américains qui auraient redécouvert le Far West. Et nous avons découvert notre Far West à nous, qui étaient les Gaulois. Parce que le Gaulois, au départ, ne semblait pas un personnage très... Enfin, vous l'avez rendu très amusant, très drôle. Mais au départ, c'est un personnage qui est assez terne, non? Oh non, les Gaulois... Les gauloiseries. D'abord, il y avait les gauloiseries, puis les Gaulois étaient des gens extrêmement actifs. Quand ils n'étripaient pas quelqu'un, ils mangeaient beaucoup, ils buvaient beaucoup. C'est ce qu'on appelle des teigneux. Ils n'avaient peur que d'une chose, c'est que le ciel nous tombe sur la tête. Et vous savez, en plus, ça avait un avantage, c'est que la première leçon d'histoire que l'on apprend en classe, c'est les Gaulois. Nos ancêtres, par conséquent, les Gaulois. nous savions que tout le monde était au courant. Vous êtes le créateur, Monsieur Maurice, du cow-boy le plus connu, Lucky Luke. Quelles sont les origines du personnage? Vous savez, ça fait très longtemps, je ne sais plus très bien dans quel esprit je l'ai créé. Ça fait maintenant... C'était en 45 ou 46, fin 45 je crois. J'étais dans un studio de dessin animé qui faisait faillite à cause des dessins animés américains qui venaient en Europe. Et il fallait faire autre chose. J'ai choisi ce qui se rapprochait le plus du dessin animé, c'est-à-dire la bande dessinée. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi un cow-boy? Je ne sais pas. Je crois que j'ai toujours été amateur de western quand j'étais gosse. Déjà à l'époque du début du parlant, qui était une très mauvaise période pour le western parce qu'ils étaient c'était souvent des cow-boys chantants avec des guitares. C'est assez ridicule d'ailleurs. Ils faisaient des poursuites avec cette énorme guitare qui leur pendait à leur selle. Et puis j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun personnage comique dans le genre cow-boy. J'ai choisi celui-là. Est-ce que vous avez puisé dans la réalité de l'Ouest, dans la réalité cinématographique? Les deux. J'ai commencé par faire une espèce de parodie des films, parce que ça s'y prêtait très bien. Et puis petit à petit, je me suis intéressé à l'histoire de l'Ouest. J'ai lu quelques livres, surtout quand j'étais aux États-Unis. Et par après, je me suis souvent inspiré soit de personnages historiques, soit de faits historiques qui se sont passés, comme la ruée vers l'Oklahoma, etc. Comment votre collaboration avec M. Goscinny a-t-elle commencé? Bien, j'ai rencontré René à New York par l'intermédiaire d'un autre dessinateur, Gilin, qui travaillait pour Pilote également. Et non seulement je m'apercevais que René avait le sens de l'humour, mais je voyais qu'il avait ce sens d'humour visuel qui est nécessaire dans une bande dessinée. J'avais lu un petit scénario qu'il avait fait pour la télévision américaine, pour un dessin animé, et c'était tellement drôle, tellement visuel que je trouvais qu'il était sûrement doué pour ça. Et c'est ça qui m'a poussé à lui demander. Depuis lors, je ne travaille plus qu'avec lui. Comment s'élabore une bande dessinée? Vous partez d'une idée? Oui, nous partons d'une idée. Très souvent, d'ailleurs, nous la discutons ensemble pour connaître le thème général de notre histoire. Et ensuite, je fais un synopsis très détaillé que je soumets à Maurice. Et après quoi, une fois qu'il l'a accepté ou qu'il m'a fait des observations, eh bien, je fais un découpage qui est en tout point semblable à un découpage de cinéma, c'est-à-dire description des plans et dialogue. Et je le lui donne et il fait les dessins. Nous nous amusons à nous inspirer de personnages, soit qui ont existé, soit que nous inventons. Les personnages réels, ce sont par exemple les grands bandits de l'Ouest. Et puis il y a les personnages secondaires, dont l'un nous a été inspiré par exemple par Rintintin, ce fameux chien qui savait tout faire, y compris ouvrir les boîtes de sardines avec les dents. Et nous avons inventé Rantanplan, qui est un chien d'une gigantesque bêtise, très sympathique mais très bête. Et nous avons poussé la caricature en sens inverse cette fois-ci. C'est-à-dire que ce chien, quand son maître est attaché, Rintintin serait venu et avec ses dents aurait détaché les nœuds. Rantanplan, lui, quand son maître lui dit « détache-moi », il va lui chercher les pantoufles. Et pour nous, c'est ça. Vous ne respectez guère la réalité historique avec les Dalton et leur moment? Non, bien sûr, mais vous savez, pour cela, on a peu souvent respecté la réalité historique quand on a parlé du Far West. D'ailleurs, le Far West, c'est difficile de distinguer la réalité de la légende. Or, très souvent, le cinéma a représenté ces bandits comme des bandits d'honneur qui devenaient des bandits soit avec un complexe de Robin des Bois pour voler les riches pour donner aux pauvres, soit parce qu'on avait fait de la peine à leur maman, soit parce que le Sud avait perdu la guerre et qu'eux, ils n'étaient pas d'accord. Et en réalité, c'était pour la plupart des véritables bandits.
gens dit des schizophrènes et tout, et nous, quelquefois par la caricature, nous nous approchons beaucoup plus de la réalité que ce qui en a été dit.